Bonjour à vous. C'est donc la quatrième et dernière partie de l'équilibre carbonaté et de l'effet tampon. Nous allons voir maintenant les cas concrets, c'est-à-dire les différentes situations qui peuvent se présenter au sein de votre aquarium. Nous allons commencer tout de suite par une situation qui est bien connue et souvent redoutée de bien des aquariophiles, c'est l'injection de CO2. Alors effectivement, l'injection de CO2 est une opération quasiment indispensable quand on a un aquarium très riche en plantes. Le seul petit problème, c'est que l'injection de CO2, tout le monde le sait, peut provoquer une chute vers l'acide. Alors, pourquoi? Comment ça se passe? On va voir ça tout de suite. Comme nous l'avons vu précédemment, l'acide carbonique, H2CO3, peut nous donner du bicarbonate, HCO3-, plus un ion H+. Ce qui va se passer au niveau de notre courbe, c'est que lorsque l'on va faire une injection de CO2, on va faire augmenter, bien sûr, la quantité de CO2 et donc la quantité d'acide carbonique dans l'eau. Ce qui va induire un déséquilibre entre l'acide carbonique et le bicarbonate. Il va falloir réajuster tout ça en réduisant un petit peu la quantité d'acide carbonique et en faisant monter un petit peu la quantité de bicarbonate. Pour ce faire, c'est très simple, on passe donc par cette fameuse formule que je viens de vous citer, on transforme de l'acide carbonique en bicarbonate, mais au passage, on libère un proton H+. Ce proton H+, va induire l'apparition d'ions H3O+, et ces ions H3O+, bien sûr, vont contribuer à la baisse du pH. Donc il faut faire très attention avec une injection de CO2, il faut faire attention à ce qu'elle soit bien calibrée, que son débit soit bien réglé par rapport à la situation de l'aquarium. Déjà, il faut qu'elle soit en adéquation avec la consommation des plantes. Tout paramètre qui peut faire varier la consommation de CO2 des plantes est à prendre en compte, comme par exemple un changement d'éclairage ou une taille importante. Effectivement, si vous avez par exemple votre aquarium qui est envahi par les plantes, puis que vous décidez de faire une grosse taille dedans, eh bien vous allez considérablement baisser la demande en CO2. Si vous oubliez de régler votre injection de CO2 en fonction de ça, eh bien vous aurez un excès de CO2 dans l'eau et à ce moment-là, vous aurez une baisse de pH. Il faut faire attention aussi au changement d'engrais, éventuellement, si vous utilisez de l'engrais, si vous changez le type d'engrais ou si vous décidez de ne plus en utiliser ou d'en mettre plus, vous allez changer l'activité des plantes. Enfin, bien sûr, la dernière parade ultime, c'est d'avoir une injection de CO2 contrôlée automatiquement par un pH mètre. Le pH mètre va relever constamment donc le pH de votre eau et dès que ce pH va avoir tendance à trop descendre, eh bien l'injection de CO2 sera interrompue. Malheureusement, c'est le problème avec tous les systèmes automatiques, c'est qu'on ne peut jamais complètement jurer de leur fiabilité. Si jamais ça tombe en panne, vous pouvez avoir un gros problème. Donc c'est à surveiller de très près quoi qu'il arrive. Ce phénomène de pH acide qui apparaît lorsque du CO2 est mis en contact avec l'eau n'apparaît pas seulement en cas d'injection de CO2, mais aussi par rapport à un autre phénomène constaté par certains aquariophiles qui achètent de l'eau osmosée. Parfois, ils rentrent chez eux avec leur bidon d'eau osmosée, ils le testent, et là ils s'aperçoivent que le pH est légèrement acide, voire pire, ils voient un KH apparaître. Et là ils se disent, je me suis fait rouler, on m'a vendu de l'eau osmosée, alors qu'en fait, c'était pas vraiment ça. Eh bien en fait, vous pouvez avoir ce phénomène dans de l'eau correctement osmosée. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si le bidon est resté ouvert un certain temps, le CO2 atmosphérique va passer dans l'eau. Et donc, vous aurez de l'acide carbonique qui va apparaître. Simplement, cet acide carbonique ne va pas rester tout seul dans l'eau. Il faut qu'il soit équilibré avec le bicarbonate. Et donc, une partie de l'acide carbonique va se transformer en bicarbonate. Donc, ça va entraîner deux choses, car l'ajout d'acide carbonique en se transformant ensuite en bicarbonate donne des ions H+, donc ça va nous donner un pH qui va tendre vers l'acide. Donc on voit couramment de l'eau osmosée à des pH légèrement inférieurs à 7. Et en plus de ça, vous avez du bicarbonate donc qui apparaît dans l'eau. Et le bicarbonate, c'est en fait le KH. Donc forcément, sur une eau osmosée qui a été stockée trop longtemps et à l'air libre, vous pouvez avoir un pH qui descend et un KH qui commence à apparaître. Vous avez peut-être entendu dire aussi que l'eau osmosée pouvait contribuer à faire baisser le pH de votre aquarium. Alors ça peut sembler étrange parce qu'a priori l'eau osmosée est à un pH d'environ 7 ou un tout petit peu en dessous et on ne voit pas très bien comment ça pourrait faire baisser le pH. En fait c'est très simple. Lorsque vous allez mettre de l'eau osmosée dans votre bac, vous allez donc réduire le KH du bac. Vous allez faire un changement d'eau, donc vous allez retirer des minéraux du bac, vous allez remplacer
cette eau par de l'eau osmosée. Et vous allez donc faire baisser le KH, ça c'est sûr. Par contre, cette baisse de KH peut entraîner à son tour une baisse de pH. Effectivement, tout est lié dans un aquarium, il n'y a rien à faire. Lorsque vous allez baisser le KH, vous n'allez pas pour autant changer la quantité de CO2 qui est produite quotidiennement dans votre bac. Vous allez vous retrouver effectivement avec un excès de CO2 par rapport au KH. Donc là encore, une partie de l'acide carbonique ainsi produit va se convertir en bicarbonate. Et à ce moment-là, vous aurez effectivement une production de protons H+, donc d'ion H3O- H3O+, qui va apparaître. Et à ce moment-là, votre pH va descendre. Vous connaissez certainement le phénomène de la décalcification biogène. Effectivement, certaines plantes, quand elles sont en manque de CO2, vont être capables de dégrader le bicarbonate pour en tirer du CO2 et ainsi réussir à maintenir leur métabolisme. L'espèce chimique concernée par cette opération est en fait le bicarbonate de calcium. Ces plantes vont utiliser le bicarbonate de calcium qui est composé ainsi un ion calcium, un Ca2+, qui va accrocher en fait deux ions bicarbonate HCO3- de la façon suivante. Donc c'est ce que l'on appelle un complexe. Ce complexe sera noté de cette façon au niveau de la formule, donc CaHCO3 deux fois. Et quand les plantes donc vont récupérer le bicarbonate de calcium pour le dégrader, cela va nous donner du CaCO3, c'est-à-dire du carbonate de calcium, de l'H2O, donc une molécule d'eau, et du CO2, donc une molécule de dioxyde de carbone, qui sera récupérée par la plante. L'inconvénient de ce phénomène, c'est que le carbonate de calcium, c'est-à-dire le calcaire, ni plus ni moins, se dissout très mal dans l'eau, et au moindre excès, celui-ci va précipiter et revenir sous forme solide. Ce qui induit ce dépôt blanchâtre que vous avez sur les feuilles des plantes qui opèrent la décalcification biogène. Alors, ce phénomène a divers inconvénients. D'abord, un inconvénient esthétique, bien sûr, ça dégrade l'apparence des plantes et ça dégrade aussi leur capacité à récupérer la lumière, mais surtout, ça va faire baisser le KH. Effectivement, la plante va littéralement retirer le bicarbonate de l'eau. Donc votre KH va baisser et ça va déséquilibrer le rapport qu'il y a entre le bicarbonate et l'acide carbonique qui va se retrouver en excès et celui-ci va donc se dégrader en bicarbonate. Donc c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que dès que des plantes commencent massivement à faire de la décalcification biogène, plus elles vont appauvrir encore plus le bac en CO2. Alors pour prévenir ce problème, vous avez diverses solutions. La première solution serait de soutenir le KH en ajoutant par exemple du bicarbonate de sodium. Mais ce n'est pas une solution que je vous conseillerais, on verra pourquoi, je vous en reparlerai bientôt. Une deuxième solution consiste à préserver tout simplement le dioxyde de carbone, à éviter qu'il s'échappe de l'eau. Notamment en réglant le brassage. Si vous avez un brassage de surface qui remue trop la surface de l'eau et qui donc contribue à dégazer le CO2, eh bien, vous pouvez régler cette sortie d'eau plus bas, de manière à ne pas remuer la surface de l'eau, et ainsi garder le CO2 dans l'eau. Autre possibilité encore, c'est de réduire l'activité des plantes. Si les plantes réclament beaucoup de CO2, c'est peut-être qu'elles sont en quelque sorte suractivées, soit par un éclairage trop intense, soit par un excès d'engrais par exemple. Donc vous pouvez réduire votre éclairage, ou vous pouvez aussi réduire votre apport d'engrais, voire arrêter tout engrais, de manière à ralentir le métabolisme des plantes. Et enfin, une dernière solution, la plus radicale, c'est de faire de l'injection de CO2. Mais avec les risques que cela suppose, c'est-à-dire une baisse importante de pH, si cette injection n'est pas bien contrôlée. Alors vous n'êtes certainement pas sans savoir qu'il existe une nouvelle vague en agrophilie qui consiste à faire du low-tech. Les low-tech, donc la basse technologie, ce sont des aquariums sous-équipés, de préférence donc sans filtration, sans injection de CO2, sans rien de spécial. En règle générale, on va se limiter à un éclairage si on ne peut pas profiter de l'éclairage naturel. Une des solutions adoptées en low-tech, c'est l'ANP, c'est-à-dire l'aquarium naturel planté. Cet aquarium repose sur une plantation importante pour assurer l'assainissement de l'eau.
à la place d'une filtration. Alors ça marche très bien, mais ça réclame beaucoup de plantes. L'inconvénient, bien sûr, c'est que devant une telle masse de plantes, il ne faut pas s'attendre à avoir suffisamment de CO2. Surtout qu'on ne pratique pas en low-tech, en général, d'injection de CO2. Donc, ces aquariums ont tendance à monter en pH. C'est-à-dire que régulièrement, on va se trouver en manque de CO2 et le pH va plutôt tendre dans les environs de 7, 7,5. Si vous voulez pratiquer l'ANP sans vous compliquer la vie avec les histoires de pH, je vous conseille d'opter pour des poissons qui vivent préférentiellement à des pH de 7, 7,5. Si vous voulez faire des poissons d'eau acide avec un ANP, sachez que vous allez constamment devoir lutter pour garder votre pH plus acide que la normale. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est comment se fait-il qu'avec un ANP, on ait un pH qui est tendance à monter, alors qu'avec certains aquariums de type hollandais, mais filtrés, on peut très bien maintenir, même avec une forte plantation, un pH inférieur à 7. Eh bien tout simplement parce que nous n'avons pas de filtration avec un ANP, et cette filtration apporte pas mal de CO2 du fait de l'activité des bactéries. Ici, non, il n'y a pas cet apport supplémentaire de CO2, donc effectivement il sera plus difficile de maintenir un pH plus bas. Cette question de l'aquarium naturel planté rejoint une autre question qui peut apparaître avec n'importe quel aquarium d'ailleurs, mais c'est flagrant avec ces aquariums-là, c'est qu'on peut très bien obtenir un aquarium avec un KH très bas, mais avec un pH très élevé. On a souvent tendance à penser qu'un KH bas est synonyme d'eau acide. Eh bien, pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir. Puisqu'en fait, le problème, c'est une question d'équilibre entre l'acide carbonique et le bicarbonate. Si vous avez très peu d'acide carbonique, vous aurez donc beaucoup de carbonate en proportion et vous aurez donc un pH élevé. Donc vous pouvez très bien avoir, comme ça a déjà été le cas dans mon bac, j'ai vu ça personnellement, un pH à 7,5 par exemple, avec un KH de 3 seulement. Et vous pouvez le vérifier dans ce tableau, vous constaterez que vous pouvez tout à fait avoir un KH de 3, qui sera donc très pauvre en CO2, ce qui entraîne un pH relativement élevé. Lorsque votre KH est trop bas, il y a divers moyens de le faire monter, notamment en utilisant des sels spécialisés pour ça, mais on vous aura peut-être dit aussi qu'on peut faire monter le pH en ajoutant du bicarbonate de sodium. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, certains sels vendus dans le commerce sont à base de bicarbonate de sodium, il faut le savoir. Alors effectivement, quand vous allez ajouter du bicarbonate de sodium, vous allez ajouter des ions bicarbonate et votre KH va augmenter. Mais c'est un recours à appliquer avec parcimonie, car si le KH va augmenter effectivement, vous allez aussi augmenter la part de sodium. Le seul petit problème, c'est que dans les eaux douces naturelles, il y a très peu de sodium, voire pas du tout. Et les poissons qui sont vraiment adaptés à des eaux douces, et seulement à ces eaux-là, peuvent ne pas vraiment apprécier le sodium. Alors, malheureusement, je ne peux pas affirmer ça de manière catégorique. Ce ne sont que des rumeurs, des informations que j'ai pu glaner un peu partout, sans confirmation très claire, mais il semblerait bien que certains poissons n'apprécient pas le sodium. Il se pourrait aussi que certaines bactéries ne l'apprécient pas. Donc, j'ai pas de confirmation, je suis désolé, j'ai pas de preuve là-dessus, mais sachez tout de même qu'une eau trop riche en sodium peut poser problème. Donc, n'abusez pas du bicarbonate de sodium, car cela peut légèrement déséquilibrer votre eau, ça peut la rendre en fait légèrement saline, c'est-à-dire que ça va rappeler l'eau saumâtre. Et n'oubliez pas non plus que si vous disposez d'un adoucisseur d'eau, il faut savoir que l'adoucisseur d'eau va remplacer les ions calcium par des ions sodium, va donner en fait le même effet, donc vous allez vous retrouver avec un excès de sodium dans l'eau. Donc si vous avez des problèmes d'établissement par exemple du cycle azoté dans votre aquarium, ça peut être lié entre autres à l'excès de sodium. Nous avons aussi le cas des objets en carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, j'en ai parlé un petit peu avant, donc c'est CaCO3, c'est le calcaire, et beaucoup d'objets sont en carbonate de calcium, surtout les objets naturels, comme les coquilles d'escargot par exemple. Certains sables que l'on utilise contiennent parfois un peu de calcaire, notamment le sable de corail, qui est fait que de calcaire, puisque ce sont des squelettes de corail. Et vous aurez certainement entendu dire qu'il faut éviter de mettre des objets en calcaire dans votre aquarium pour ne pas faire monter le pH. Alors c'est vrai sans être vrai, c'est vrai surtout si vous avez un aquarium d'eau acide.
effectivement, en eau acide, vous allez avoir un excès donc, de protons H+. De temps en temps, des protons H+, peuvent être intégrés au carbonate de calcium à l'état solide, qui va se dissoudre dans l'eau sous forme de bicarbonate. Le bicarbonate, c'est un carbonate avec un hydrogène en plus. Donc effectivement, en eau acide, si vous voulez garder votre pH à l'acide, il vaut mieux éviter les objets en carbonate de calcium. En revanche, si vous êtes déjà à un pH relativement basique, 7, 7,5 ou plus, les objets en carbonate de calcium, en fait, n'influeront pas sur votre pH. Ils ne le feront pas encore plus monter. Depuis le début, je vous parle beaucoup de KH, mais qu'est-ce que c'est précisément? Alors, en toute rigueur, par définition, le KH, c'est la dureté carbonatée, et c'est une dureté carbonatée qui est reliée, en fait, aux ions calcium et magnésium, principalement. C'est-à-dire qu'en fait, on va compter, littéralement, tous les ions carbonate et bicarbonate rattachés à des ions calcium et magnésium. Ça, c'est le KH. Il faut savoir que nos tests KH ne mesurent pas réellement le KH. Ils mesurent uniquement les quantités de carbonate et de bicarbonate, sans tenir compte du fait qu'ils sont rattachés à un calcium, un magnésium ou autre chose. Autrement dit, si vous ajoutez du bicarbonate de sodium par exemple dans votre eau, ou si vous utilisez un adoucisseur d'eau qui remplace le calcium par du sodium, eh bien, votre test KH ne rendra pas compte de ce phénomène. Si vous avez beaucoup de carbonate et bicarbonate, mais très peu de calcium et de sodium, votre KH sera quand même très élevé. Alors ça, c'est un inconvénient et un avantage en même temps. C'est un inconvénient parce que, en fait, on ne mesure pas réellement le KH. On mesure, en fait, ce que l'on appelle en français le titre alcalimétrique. C'est-à-dire, strictement, la quantité de carbonate et de bicarbonate. Donc, on ne mesure pas réellement le KH. Par contre, ça a un avantage, c'est que dans certains cas, quand on va voir que le KH dépasse la valeur de GH, eh bien là, on sait qu'on a du sodium dans l'eau. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de carbonate et bicarbonate, mais très peu de calcium et de magnésium. Et là, on sait que notre eau est déséquilibrée. Alors malheureusement, c'est limité, bien sûr. Si la quantité de sodium est relativement faible, notre KH sera quand même inférieur au GH, et à ce moment-là, on ne verra pas qu'il y a du sodium dans l'eau. Donc ça ne marche pas à tous les coups. Mais c'est une petite sécurité. Dans le cas où votre eau serait vraiment très chargée en sodium, votre test KH vous permettra de le voir. Je précise tout de même un petit détail par rapport à tout ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Le test KH mesure la quantité absolue de carbonate et de bicarbonate. La quantité absolue, c'est-à-dire vraiment la quantité de carbonate et de bicarbonate que vous allez trouver dans l'eau. Attention, c'est à rapprocher du schéma qui donne en fait des proportions. Alors, les proportions de bicarbonate et donc d'acide carbonique ou de carbonate selon le cas de figure, les proportions vous indiquent en fait comment se situe le pH par rapport à la situation de votre aquarium. Mais ça ne dépend pas directement de la quantité dans l'absolu. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de bicarbonate, mais aussi beaucoup d'acide carbonique, vous pouvez avoir un pH très bas. Si vous avez beaucoup de bicarbonate, mais de l'acide carbonique en quantité très faible, là au contraire votre pH sera plus élevé. Mais c'est qu'une question de proportion, on est bien d'accord. L'intérêt de mesurer la quantité absolue de carbonate et de bicarbonate, c'est surtout de savoir quelle est la force de votre effet tampon. Votre effet tampon reste toujours dans les limites de pH que je vous ai déjà indiquées. Ça ne change absolument pas. Par contre, ça va indiquer la résistance de votre aquarium au changement de pH. Si votre pH n'est que de 3 par exemple, il ne faudra pas beaucoup d'acide ou pas beaucoup de base pour faire varier votre pH. C'est-à-dire que vous allez consommer assez rapidement votre effet tampon et votre pH va changer. Si au contraire votre pH est très élevé, il va être à 5, 6 ou plus, là au contraire il faudra beaucoup plus d'acide et de base pour faire changer votre pH. Voilà, c'est terminé pour cette quatrième partie. Je l'ai faite pour compenser le côté peut-être un peu trop théorique des premières vidéos. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre
l'équilibre carbonaté et l'effet tampon. Si vous avez des questions, des remarques, commentaires, soutiens, compliments, pas trop de haine s'il vous plaît, vous pouvez dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas non plus de préciser en commentaire d'éventuels sujets que vous aimeriez voir traités, je ferai dans la mesure du possible. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, portez-vous bien, et à la prochaine.